Normandie, juin 1944. Un seul brin de fil tendu à hauteur de cheville à travers un chemin de ferme creusé d'ornières arrêterait 56 tonnes de blindage allemand en moins de 3 secondes. Le nom de l'ingénieur était le caporal James McAllister, 23 ans, ancien électricien de Pittsburgh. Il ne portait pas d'explosifs ce matin-là. Pas de bazooka, pas de mine anti-char. Juste une bobine de fil de communication et une idée née du désespoir. Le Tiger Pro 1 était déjà une légende. 68 tonnes à pleine charge. Des canons de 88 mm qui pouvaient percer 4 pouces de blindage incliné à 1000 mètres. Un blindage frontal si épais que les équipages américains de Sherman appelaient l'engagement à distance une mission suicide. La production commença en août 1942. Au jour J, moins de 1400 avaient été construits. Chacun coûtait 650 000 marques du Reich. Chacun nécessitait 300 000 heures hommes. L'Allemagne ne pouvait pas se permettre de les perdre. Les Alliés ne pouvaient pas se permettre de les affronter. Les mathématiques étaient brutales. Un seul Tiger pouvait désactiver 5 Sherman avant de recevoir un coup pénétrant. Le canon de 75 mm du Sherman nécessitait une portée à bout portant et un tir de flanc pour menacer le blindage du Tiger. Même alors, le succès était incertain. Les chenilles du Tiger avaient 18 pouces de large. Son moteur Maybach HL 230 P45 générait 700 chevaux vapeur. Il pouvait grimper une pente de 35 degrés, franchir des rivières de 4 pieds de profondeur, faire pivoter sa tourelle de 360 degrés complet en moins d'une minute. Mais il avait une faiblesse. Tous les chars en avaient. Les Allemands l'appelaient le Laufwerk, le train de roulement, le système complexe de roues de route qui se chevauchent, de barbotins d'entraînement et de maillons de chenilles qui traduisaient la puissance du moteur en mouvement. Sur le Tiger, ce système était un chef-d'œuvre d'ingénierie et un cauchemar d'entretien. 9 roues de route par côté, se chevauchant sur 3 rangées, entrelacées pour la répartition du poids et la qualité de conduite. Brillante en théorie, catastrophique dans la boue, la neige ou en cas de panne mécanique. L'entrelacement n'était pas arbitraire. Les ingénieurs allemands avaient calculé l'arrangement optimal. Chaque roue portait un pourcentage précis du poids total du véhicule. Le motif de chevauchement répartissait la contrainte uniformément sur la chenille. Cela réduisait la pression au sol à 14,8 livres par pouce carré, inférieure à celle de nombreux chars plus légers. Cela permettait au Tiger de traverser un sol mou qui enliserait des conceptions plus simples. Cela donnait à l'équipage une conduite plus douce, améliorant la précision du canon en mouvement. Mais la complexité avait des coûts. Chaque roue qui se chevauche ajoutait de la friction au système. Plus de points de contact signifiait plus d'opportunités pour que des débris se logent dans le mécanisme. Dans la boue du front de l'Est, les espaces entre les roues se remplissaient de saleté qui gelait pendant la nuit. Les équipages de chars passaient des heures chaque matin à écailler la glace du train de roulement. Dans le désert, le sable usait les anneaux de pneus en caoutchouc qui amortissaient chaque roue. Le remplacement nécessitait de démonter la moitié de la suspension. Sur le Tiger, changer une roue de route intérieure signifiait retirer jusqu'à 8 roues extérieures d'abord. McAllister avait vu un Tiger de près exactement une fois, 4 jours après avoir débarqué à Omaha Beach. Son unité, une compagnie du génie de combat rattachée à la 1re division d'infanterie, avait été chargée de dégager des barrages routiers à l'extérieur de Marigny. Le Tiger avait été abandonné, son moteur mort de manque de carburant. McAllister avait grimpé sur la coque, touché le blindage froid, étudié les chenilles, compté les roues, mesuré les espaces avec ses mains. Il remarqua quelque chose que les concepteurs de chars auraient pu manquer. Les roues qui se chevauchent créaient des canaux étroits entre leurs bords, des espaces verticaux serrés où les roues se touchaient presque mais pas tout à fait. Chaque espace avait peut-être 3 pouces de large, juste assez de dégagement pour que les roues tournent librement, juste assez étroit pour piéger des objets de certaines dimensions. Une pierre coincée entre 2 roues avait fissuré le pneu en caoutchouc sur une roue de route. Un morceau de chaîne pris dans le barbotin d'entraînement avait déchiré 3 maillons de chenilles avant que l'équipage ne le coupe. McAllister avait passé ses doigts le long de l'assemblage de la chenille, senti la tension dans le système, calculer mentalement combien de force maintenait le tout ensemble. La chenille, elle-même, était sous stress constant. Chaque maillon portait une partie du poids du char. Le barbotin d'entraînement à l'arrière tirait la chenille vers l'avant. La roue folle à l'avant maintenait la tension. Les 9 roues de route entre les deux supportaient la charge. Retirer un seul composant et le système échoue. Il remarqua autre chose. Les chenilles du Tiger étaient plus larges que la norme. Chaque maillon pesait 11 livres. L'ensemble complet de chenilles d'un côté pesait près de 2000 livres. Cette masse multipliée par la vitesse de rotation générait un élan énorme. Une fois les chenilles en mouvement, elles résistaient à l'arrêt. C'était intentionnel. Cela aidait le Tiger à maintenir l'élan vers l'avant sur les obstacles. Mais cela signifiait également que si quelque chose bloquait le mécanisme, l'élan amplifierait les dégâts avant que le conducteur ne puisse réagir. McAllister archiva ses observations. 3 semaines plus tard, sa compagnie était retranchée le long d'une haie au sud de 40 ans. Les haies de Normandie étaient plus anciennes que la guerre, plus anciennes que les nations. Des remblais de 4 pieds de haut,
surmontés d'aubépines et de ronces, divisant la campagne en un labyrinthe claustrophobe. Chaque champ était une forteresse, chaque brèche un terrain de mort. Le bocage transformait la manœuvre fluide en attrition broyante. L'infanterie avançait par mètres. Les chars devenaient aveugles. L'artillerie régnait sur tout. Les Américains s'étaient entraînés pour les assauts de plage, les tactiques de terrain découvert, les opérations interarmes sur un terrain qui ressemblait au Kansas ou au Texas. Ils ne s'étaient pas entraînés pour cela. Les haies annulaient tous les avantages. Les blindés ne pouvaient pas manœuvrer. Le soutien aérien ne pouvait pas identifier les cibles à travers la canopée. L'artillerie était efficace mais lente. L'infanterie combattait mètre par mètre à travers une végétation si dense que la visibilité tombait à 20 pieds. Les Allemands comprenaient ce terrain. Ils avaient eu 4 ans pour se préparer. Chaque carrefour était préenregistré pour le tir de mortier. Chaque brèche dans les haies était couverte par des positions de mitrailleuses imbriquées. Ils n'avaient pas besoin de gagner. Ils avaient juste besoin de retarder. Chaque jour que les Alliés passaient dans le bocage était un autre jour pour renforcer l'intérieur. Un autre jour pour déplacer les divisions Panzer en position. Un autre jour pour fortifier Caen et Saint-Lô. Le peloton de McAllister était en ligne depuis 18 jours. Ils avaient avancé de 2 miles, perdu 11 hommes. Les remplaçants étaient verts. Des fils de fermiers de l'Iowa et des ouvriers d'usine de Détroit qui étaient en Europe depuis moins d'une semaine, ils ne connaissaient pas le son d'avancement de Nebelwerfer. Ne pouvaient pas distinguer le tir de mitrailleuse allemand de l'américain. Se figeaient quand les mortiers commençaient à tomber. McAllister et les autres vétérans essayaient de les garder en vie. L'heure apprenait à creuser plus profond. Rester plus bas. Bouger plus vite. La plupart apprenaient. Certains ne vivaient pas assez longtemps. Le 28 juin, 5h30. Les Allemands contre-attaquèrent. Peinsand. Pas une action de perturbation. Une poussée blindée de pleine force visant à diviser la tête de pont américaine. Des grenadiers Panzer montés sur Half-Tracks. L'infanterie dans les haies et roulant à la pointe 4 chars Tiger du 101e bataillon Panzer lourd. Le renseignement avait averti que des Tigers étaient dans le secteur. Les interceptions radio avaient identifié l'unité 3 jours plus tôt. La reconnaissance aérienne avait repéré les chars dans une ligne d'arbres à 6 km au sud. Mais savoir que les Tigers étaient présents et les affronter étaient des expériences différentes. Les interceptions ne transmettaient pas le son. Les photos de reconnaissance ne capturaient pas le poids psychologique de regarder 4 monstres gris émerger du brouillard matinal. McAllister les entendit avant de les voir. Le grondement guttural profond des moteurs Maybach, le cliquetis métallique des chenilles sur le pavé, le sol tremblant sous leur poids. Son peloton était retranché le long d'un chemin creux qui courait perpendiculairement à l'avancée allemande. 32 hommes, 2 bazookas, 3 fusils Springfield par trou de combat. Ordre de tenir jusqu'à relève ou débordement. Les ordres étaient réalistes. Personne ne s'attendait à ce qu'ils arrêtent 4 Tigers. La mission était de retarder, causer des pertes, forcer les Allemands à se déployer, gagner du temps pour que l'artillerie se mette en position et que les blindés se repositionnent. Si le peloton tenait 30 minutes, ce serait considéré comme un succès. S'il tenait 1 heure, ce serait remarquable. La survie était optionnelle. Les Tigers apparurent à 6h15. 4 formes grises émergeant de la brume matinale. Tourelles traversant lentement. Canons principaux, élevés à l'angle optimal pour engager l'infanterie retranchée. Ils se déplaçaient en formation de losanges lâches, restant sur les routes où le sol était le plus ferme. Le char de tête était à 200 mètres quand il tira. L'obus frappa une ferme à gauche de McAllister. La pierre et le bois explosèrent en fragments. La commotion fit tomber la poussière de la haie. Le 2e Tiger tira, puis le 3e. Tir de suppression pour garder les têtes américaines baissées pendant que l'infanterie avançait. Le son était distinctif. Le canon KWK-36 de 88 mm avait un rapport plat et aigu. Pas le rugissement tonitruant de l'artillerie américaine. Quelque chose de plus dur, plus percutant. Chaque tir était suivi du sifflement de l'obus en vol, puis du craquement de l'impact. Des obus explosifs, pas perforants. Les Tigers ne chassaient pas les chars, ils nettoyaient l'infanterie. Les tactiques étaient méthodiques. Bombarder la haie. Avancer de 50 mètres. Bombarder à nouveau. Laisser l'infanterie balayer la position. Passer à l'objectif suivant. Les bazookas étaient inutiles à cette portée. McAllister connaissait les mathématiques. Le bazooka M1 pouvait pénétrer 3 pouces de blindage dans des conditions idéales. La portée efficace était de 100 mètres. Au-delà, la précision diminuait et le jet de charge creuse se dispersait. Le blindage frontal du Tiger avait 4 pouces d'épaisseur, incliné à 9 degrés, durci par un processus de cémentation qui rendait la couche externe résistante à la pénétration. Même un coup parfait à portée optimale rebondirait probablement. Les seuls points vulnérables étaient le pont moteur dans la coque arrière inférieure. Pour les frapper, il fallait laisser passer le char, le laisser rouler sur votre position, se lever derrière lui, tirer sur une machine conçue pour vous tuer. Aucun des hommes de McAllister n'allait avoir cette chance. Les Tigers bombarderaient la haie en gravats, puis mitrailleraient les survivants. Doctrine standard, tactiques éprouvées. Les Allemands l'avaient fait 1000 fois en Russie contre des troupes plus expérimentées que ce peloton américain, contre des positions défensives plus sophistiquées que des trous de combat dans une haie. Ils le feraient ici, et ça marcherait. McAllister regarda le chemin creux. Il faisait 15 pieds de large.
terre battue avec des ornières de charrettes de ferme. La seule route à travers cette section de bocage qui pouvait supporter le poids d'un Tiger. Les haies de chaque côté étaient trop denses, la terre trop molle. Les ingénieurs avaient vérifié 3 jours plus tôt. Tout ce qui était plus lourd qu'un Altrac s'enliserait en 20 pieds. Les chars devraient descendre cette route en file indienne à vitesse de marche, aveugles sur leurs flancs. C'était là que le peloton était censé faire sa résistance. 2 bazookas positionnés pour tirer sur les pots moteurs alors que les Tigers passaient. Infanterie avec des grenades pour attaquer les ports de vision. Un espoir perdu. Tactique de désespoir. McAllister avait regardé les équipages s'entraîner avec le bazooka. C'était une arme efficace contre le blindage latéral d'un Panzer IV. Marginal contre un Panther, suicide contre un Tiger. L'ogive à charge creuse devait frapper à 90 degrés de la plaque de blindage. Toute déviation réduisait la pénétration. Le blindage du Tiger était incliné, texturé, conçu pour dévier. Il regarda ses mains. Il tenait toujours la bobine de fil de communication, 300 pieds de câble d'acier tressé, fil téléphonique de campagne standard, 1/8 de pouce d'épaisseur, résistance à la traction nominale de 200 livres. Loin d'être assez fort pour arrêter un char. Vous pourriez l'enrouler autour du canon d'un Tiger et le char ne le remarquerait pas. Vous pourriez le draper sur la coque et l'équipage le brosserait. Le fil était pour les communications, pas le combat. Mais ce n'était pas ce dont il avait besoin qu'il fasse. McAllister courut. Il sprinta 50 mètres le long du chemin creux, restant bas dans la dépression où les canonniers du Tiger ne pouvaient pas le voir. La route courbait légèrement, créant un angle mort. Il trouva ce dont il avait besoin. 2 poteaux de clôture robustes de chaque côté de la route. Du chêne patiné et enfoncé profondément pour une porte qui n'existait plus. Les poteaux avaient peut-être 18 pouces de diamètre, enfoncés de 3 pieds dans le sol, assez solide. Il attacha une extrémité du fil au poteau gauche, l'enroula 3 fois autour, utilisa un nœud triple de pêcheur, quelque chose que son père lui avait appris pour sécuriser les conduits électriques. Le nœud ne glisserait pas sous charge. Il tira le fil à travers la route, le maintint tendu, hauteur de cheville, peut-être 8 pouces du sol. Assez bas pour attraper le train de roulement du Tiger, assez haut pour ne pas traîner dans la saleté. Il attacha l'autre extrémité au poteau droit. Même technique, 3 tours, tension maximale. Le fil était assez tendu pour fredonner quand il le pinça. Le fil était presque invisible dans l'ombre matinale précoce de la haie. Il avait 90 secondes avant que le Tiger de tête n'atteigne sa position. McAllister se précipita vers son trou de combat. Ne dit à personne ce qu'il avait fait. Il n'y avait pas de temps pour expliquer. Pas de certitude que ça marcherait. L'idée était absurde. Un brin de fil contre 56 tonnes de blindage. Cela violait tous les principes de la guerre anti-char. Les mines fonctionnaient par force explosive, les bazookas par pénétration de charge creuse, l'artillerie par énergie cinétique et surpression. Le fil n'avait rien de tout cela. C'était une nuisance, un retard, quelque chose à écarter. Mais le fil pouvait bloquer. C'était la théorie. Si le fil se prenait dans les roues qui se chevauchent, si l'angle était bon, si la tension tenait, il pourrait bloquer le mécanisme, verrouiller la chenille, immobiliser le char. Une chance mince. Mais l'alternative était de regarder 4 Tigers rouler à travers la position du peloton et tuer tout le monde dans la haie. Le Tiger de tête entra dans le chemin creux à 6h20. Il se déplaçait à vitesse de marche, 4 km/h. Moteur réduit, pour diminuer la consommation de carburant. L'écoutille du commandant était ouverte. Un officier en uniforme panzer noir se tenait à moitié exposé, scrutant les menaces. Procédure opérationnelle standard en terrain rapproché. Les écoutilles fermées réduisaient la visibilité à des niveaux dangereux. Mieux valait risquer le feu d'armes légère que de tomber dans une embuscade. Le canon principal était traversé à gauche, couvrant la haie où le peloton de McAllister était caché. La mitrailleuse coaxiale était occupée, prête à ratisser la ligne d'arbres. Le char était à 20 mètres du fil. 15 mètres. 10. McAllister retint son souffle. Le barbotin d'entraînement avant-gauche frappa le fil. La physique prit le dessus. Le fil ne se cassa pas. Les poteaux de clôture tinrent. Le câble était plus mince que l'espace entre les roues de route qui se chevauchent du Tiger, mais l'angle était mauvais. Au lieu de glisser, le fil s'accrocha sur le bord inférieur de la 3e roue de route. L'élan vers l'avant du char tira le fil vers le haut et vers l'intérieur. Il s'enroula autour de la roue en une fraction de seconde. Une boucle, 2 boucles, 3. Les roues entrelacées créèrent un piège auto-alimenté. Alors que la roue tournait, elle attirait plus de fil dans le mécanisme. Le fil se coinça entre la 2e et la 3e roue. Cela se produisit plus vite que le conducteur ne pouvait réagir. Le fil se logea dans l'espace étroit. Le pneu en caoutchouc de la 2e roue se comprima contre le fil. La 3e roue tira dans la direction opposée. Le fil mordit dans le caoutchouc, trouva prise. La tension augmenta exponentiellement. 200 livres de résistance à la traction, multipliés par l'avantage mécanique des roues tournantes. Le fil agissait comme un cliquet. Chaque rotation le resserrait. Les roues se sont verrouillées ensemble. L'ensemble de la chenille du côté gauche s'est bloqué. La chenille droite a continué à bouger. Le Tiger a pivoté violemment vers la gauche. Le conducteur a senti la perte de contrôle à travers les leviers de direction. Il a réagi instinctivement, a accéléré le moteur. Mauvaise décision. La Maybach Harugi.
700 chevaux vapeur ont essayé de tirer la chenille bloquée vers l'avant. La chenille droite s'est enfoncée dans la surface de la route, à projeter de la terre. Le Tiger a dérapé latéralement. La chenille gauche bloquée a agi comme un point de pivot. Le char a tourné de 15 degrés en 2 secondes. Quelque chose dans le mécanisme a craqué, pas le fil. Le fil a tenu. C'était un bras de suspension qui a cédé en premier. La barre de torsion reliant la troisième roue de roulement à la coque s'est fracturée sous la charge inégale. Puis un support de montage. Le Tiger a failli embarder, s'est arrêté. Le moteur a hurlé. De la fumée noire a jailli de l'échappement alors que le régulateur tentait de compenser la charge soudaine. Le conducteur a coupé le moteur avant qu'il ne s'endommage davantage. Temps total écoulé, 2,8 secondes. Le Tiger était immobile dans la route encaissée, incliné à un angle de 15 degrés vers la gauche, bloquant l'avancée des 3 chars derrière lui. Le commandant se tenait dans son écoutille, à regarder en arrière, à regarder devant, à crier dans sa radio. Malister ne parlait pas allemand, mais il comprenait la panique quand il l'entendait. Le ton, l'urgence. Le commandant signalait que son char était immobilisé. Cause inconnue, chenille endommagée, bloquant la route. Il avait besoin d'ingénieurs, avait besoin d'équipements de récupération, avait besoin que la formation s'arrête. Pendant que son équipage évaluait les dégâts, les Tigers ne pouvaient pas reculer. La route était trop étroite et la visibilité était trop mauvaise. Faire reculer un char de 68 tonnes dans un espace confiné nécessitait des observateurs dans des lignes de vue dégagées. Aucun n'était disponible. Ils ne pouvaient pas contourner le char de tête. Les haies de chaque côté étaient des talus de terre de 4 pieds surmontés de végétation. Le sol au-delà était mou. Un Tiger tentant de grimper le talus s'enliserait ou jetterait une chenille. L'un ou l'autre résultat immobiliserait un deuxième char. Il ne pouvait pas abandonner le véhicule. La doctrine interdisait de laisser un blindé opérationnel à l'ennemi. Les ordres permanents exigeaient que les équipages détruisent les chars désactivés plutôt que de les laisser être capturés. Ils étaient piégés. 4 Tigers en formation linéaire sur une seule route avec de l'infanterie américaine retranchée sur les 2 flancs. Le scénario cauchemardesque que la doctrine de blindage allemande était conçue pour empêcher, des chars sans soutien d'infanterie en terrain fermé, incapables de manœuvrer, des cibles assises, le commandant du 2e Tiger a essayé de pousser le char de tête pour le dégager. Il s'est approché à 5 mètres, a abaissé sa lame, a fait rugir son moteur. Le plan était de pousser le Tiger désactivé suffisamment en avant pour créer un espace, peut-être le pousser complètement hors de la route. Le moteur du 2e Tiger a rugi. Ses chenilles ont tourné, ont déchiré la surface de la route à travers les débris. Le char désactivé n'a pas bougé. Sa chenille gauche bloquée agissait comme une ancre. Le poids de la coque pressait vers le bas à travers le mécanisme bloqué. 56 tonnes réparties sur 8 roues de roulement. La friction était énorme. Après 30 secondes, les chenilles du 2e Tiger ont commencé à glisser. Les anneaux de pneus en caoutchouc fumaient. Le commandant a abandonné avant d'endommager son propre véhicule. Les Allemands étaient maintenant des cibles stationnaires dans un emplacement connu. Le lieutenant de Malister était déjà à la radio. Mission de tir appelée à 6h26. Coordonnées transmises. Ajuster le tir. 3 batteries d'obusiers de 105 mm ont accusé réception. Tubes élevés. Charge propulsif. Charges. Obus explosifs. Fusée à temps variable réglée pour explosion aérienne. Cible. Infanterie ennemie dont les haies flanquant les Tigers. Pas les Tigers eux-mêmes. L'artillerie américaine ne pouvait pas pénétrer le blindage d'un Tiger par le haut, mais il pouvait tuer l'infanterie soutenant les chars. Les obus à fragmentation ont touché à 6h30. Les obus ont éclaté à 20 pieds au-dessus de la haie. La fragmentation s'est pulvérisée vers le bas. Le phosphore blanc a enflammé la végétation sèche. Les grenadiers Panzer se sont dispersés et éparpillés. Certains ont essayé de rester avec les chars, se sont mis à couvert derrière les coques. D'autres ont fui sur la route. En 2 minutes, les Tigers étaient seuls. Sans infanterie, ils étaient aveugles et vulnérables. Les armes servies par l'équipage ne pouvaient pas s'abaisser assez bas pour engager des cibles à la base des coques. Les mitrailleuses avaient une traverse limitée. Un fantassin déterminé avec une charge de sac pouvait s'approcher depuis un terrain mort et détruire le char. Les Tigers valaient plus que les hommes qui les soutenaient. C'était la mathématique froide de la doctrine de blindage allemande en 1944. Les tankistes formés étaient irremplaçables. Chaque équipage nécessitait des mois de formation. Chaque Tiger représentait un demi-million de Reichsmark et des milliers d'heures hommes. Perdre un char était un coût stratégique. Perdre l'infanterie était un inconvénient tactique. Alors quand l'artillerie a commencé à tomber, les grenadiers Panzer se sont dispersés. Ils se regrouperaient plus tard. Les Tigers survivraient. Sauf que maintenant, les Tigers ne pouvaient pas bouger. Un peloton de Sherman est arrivé à 6h45. 4 chars M4A1 avec des canons à haute vélocité de 76 mm. Pas les vieux canons de 75 mm qui rebondissaient sur le blindage du Tiger. Les nouveaux canons, des canons plus longs, une vitesse initiale plus élevée, capables de pénétrer 4 pouces de blindage à 500 mètres dans des conditions optimales. Les Sherman se sont approchés de l'est en utilisant la haie comme couverture. Leur commandant connaissait l'emplacement du Tiger, savait qu'ils étaient immobilisés,
savaient que l'infanterie allemande s'était dispersée. Les Shermans n'ont pas engagé le Tiger de tête. Ils l'ont contourné. On manœuvrait à travers des brèches dans le bocage que les Tigers ne pouvaient pas franchir. Charte plus léger, suspension plus simple, chenilles plus étroites. Ils ont atteint des positions de tir à 300 mètres derrière la formation allemande. Les Tigers faisaient face dans la mauvaise direction. Leur tourelle pouvait pivoter, mais lentement. 62 secondes pour une rotation complète. Les Shermans avaient 30 secondes pour tirer avant que les Tigers puissent pointer leurs canons principaux. À 6h50, les 4 Sherman ont tiré simultanément. Pas sur le blindage frontal, pas même sur les plaques latérales. Ils ont visé le pont moteur du Tiger le plus en arrière, le blindage le plus fin du véhicule. 25 mm, incliné, mais pas fortement. 3 obus ont pénétré, ont percé le pont, et dans le compartiment moteur, un a frappé les réservoirs de carburant. Le Tiger a éclaté. Pas une explosion hollywoodienne. Une expansion rapide de carburant brûlant et de fumée, des flammes ont jailli des grilles du moteur. De la fumée noire de la combustion du caoutchouc et de l'huile. L'équipage avait 15 secondes pour évacuer avant que les munitions ne cuisent. 5 hommes sont sortis. 3 des écoutilles, 2 tourelles, 2 de la coque. 2 d'entre eux étaient en feu. Ils se sont roulés dans la terre en criant. Les Tigers restants se sont rendus à 7h00. Les équipages sont sortis les mains levées, des maillots de corps blancs attachés aux antennes radio. La mathématique avait changé. 3 Tigers piégés sur une route étroite. Blindage américain derrière eux. Artillerie ajustée. Infanterie se rapprochant. Pas de soutien d'infanterie. Aucun moyen de manœuvrer. Aucun moyen de gagner. La reddition était le choix rationnel. Vivre pour être échangé ou rapatrié. Mieux que brûler. Le Tiger de tête désactivé a été remorqué vers un atelier de campagne pour analyse. Les ingénieurs américains l'ont envahi, ont photographié chaque détail, ont mesuré l'épaisseur du blindage, ont examiné le train de roulement, ont trouvé le fil toujours enroulé autour des roues de roulement. Ils avaient besoin de chalumeaux coupants pour l'enlever. Le fil avait mordu si profondément dans les pneus en caoutchouc qu'il avait rayé l'acier en dessous. Le bras de suspension était fracturé. La barre de torsion était fissurée. Le support de montage était plié. Temps de réparation, total 12 heures. Pièces requises. Une barre de torsion, un bras de suspension, 2 anneaux de pneus en caoutchouc, un support de montage, tous disponibles dans les stocks capturés. Le Tiger était à nouveau opérationnel le soir, mais il n'est jamais retourné au combat. Les pénuries de carburant l'ont maintenu immobilisé pour le reste de la campagne. En août, il était dans un dépôt au sud de Saint-Lô, attendant du carburant qui n'est jamais arrivé. En septembre, l'équipage a été réaffecté. En octobre, les unités américaines avançant ont capturé le dépôt. Le Tiger a été chargé sur un plateau et expédié au terrain d'essai d'Aberdeen dans le Maryland pour évaluation. L'officier commandant de Malister l'a proposé pour une étoile de bronze. La citation était brève. Langage bureaucratique pour action innovante résultant en la neutralisation du blindage ennemi. La recommandation incluait des déclarations de témoins du lieutenant de peloton et de 2 sergents, un croquis du placement du fil, des photographies du Tiger endommagé. La paperasse a remonté la chaîne de commandement, révisée au bataillon, approuvée au régiment, confirmée à la division. La médaille a été approuvée en août. Présenté en septembre lors d'une formation dans un champ boueux près de Caen. Malister n'en a jamais parlé publiquement. Après la guerre, il est retourné à Pittsburgh, a utilisé le GI Bill pour terminer un diplôme d'ingénieur, a travaillé comme électricien pendant 31 ans, syndicaliste, emploi stable, marié en 1947, 3 enfants, retraité en 1976, décédé en 1989 de complications d'un cancer du poumon. Son nécrologie, dans le Pittsburgh Post-Gazette, mentionnait son service militaire en une phrase. Récipiendaire de l'étoile de bronze, ingénieur de combat, Normandie, à l'Elbe. La nécrologie ne disait rien sur le fil, rien sur le Tiger. Sa famille savait qu'il avait été à la guerre. Il ne connaissait pas les détails, mais le mot s'est répandu parmi les ingénieurs de combat. Les rapports après action ont circulé, l'astuce du fil est apparue dans les résumés de renseignements, les manuels de campagne ont été mis à jour. En juillet 1944, les compagnies d'ingénieurs à travers le théâtre européen transportaient des bobines supplémentaires de fil, pas pour les communications, pour les pièges. Certains ont essayé de reproduire le succès de Malister. Les résultats étaient mitigés. Le fil fonctionnait contre les Tigers et les Panthers lorsque les conditions s'alignaient. Route étroite, ancrage ferme, surprise, le bon angle d'approche, mais il échouait contre les chars plus légers avec un train de roulement plus simple. Il échouait dans la boue, où le fil s'enfonçait avant que le char ne l'atteigne. Il échouait quand les équipages de chars apprenaient à le surveiller. Les manuels de campagne allemands ont été mis à jour en août. Des avertissements sur les pièges à câbles sont apparus dans les bulletins techniques distribués aux unités Panzer. Les équipages ont reçu l'ordre de faire marcher un homme devant la formation en terrain rapproché. Couper tous les fils suspects avec des tirs de mitrailleuse avant d'avancer. Poster des sentinelles la nuit pour empêcher les ingénieurs de monter des pièges. Les contre-mesures étaient efficaces. En septembre, l'astuce du fil fonctionnait rarement. Les équipages de chars étaient alertes. Les ingénieurs tentant de poser des pièges étaient tués par des tirs de mitrailleuse avant de pouvoir terminer le travail. La fenêtre tactique était brève. Juin à août 1944. 3 mois.
mais son impact a été documenté dans les rapports après action de 7 divisions séparées. Au moins 11 chars Tiger et Panther ont été immobilisés par des pièges de fil pendant cette période. Pas détruits, pas capturés, juste arrêtés. Forcés de s'arrêter dans des positions exposées où ils pouvaient être contournés ou détruits par tir indirect. Dans la mathématique de la guerre blindée, un char arrêté était souvent aussi précieux qu'un char mort. Il bloquait les routes, consommait des ressources, nécessitait une récupération, immobilisait des ingénieurs et des mécaniciens. Le Tiger lui-même représentait le dilemme stratégique de l'Allemagne. Suringénieré, coûteux, nécessitant une maintenance intensive, tactiquement dominant mais stratégiquement non pertinent. L'Allemagne a produit 1384 Tigers entre 1942 et 1944. L'Union soviétique a produit 57 000 T-34 dans la même période. Les États-Unis ont construit 49 000 Sherman. La qualité ne pouvait pas compenser la quantité à cette échelle. Chaque Tiger détruit était irremplaçable. Chaque Tiger arrêté était une ressource gaspillée. Chaque heure passée à réparer un Tiger était une heure non passée à réparer 3 Panthers ou 6 Panzer IV. L'effet rendant, la conception de roues entrelacées qui rendait le Tiger si capable était aussi sa perte. Ingénierie optimale pour des conditions idéales, catastrophique sur le terrain. Les roues qui se chevauchent distribuaient le poids magnifiquement lorsqu'elles étaient propres et entretenues. Elles se coinçaient de manière catastrophique lorsqu'elles étaient encrassées. La conception nécessitait la paix pour fonctionner correctement. Elle nécessitait un terrain lisse, des conditions sèches et un entretien régulier. La guerre n'offrait rien de tout cela. Le bocage était de la boue, du fil et des débris. Le front de l'Est était de la boue gelée en hiver, de la boue liquide au printemps. L'Afrique du Nord était du sable et du gravier. Chaque environnement exposait la vulnérabilité du Tiger. Le piège de fil a exposé une vérité plus profonde sur les systèmes complexes. Ils échouent de manière simple. Plus la conception est sophistiquée, plus elle devient fragile. Les roues entrelacées du Tiger étaient optimales pour la répartition du poids. Elles créaient des vulnérabilités que les conceptions plus simples évitaient. La suspension verticale à volute du Sherman était grossière en comparaison. 5 roues de roulement par côté, pas de chevauchement, pas d'entrelacement, juste des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs. Elle offrait une conduite plus rugueuse. Elle créait une pression au sol plus élevée, mais elle était aussi modulaire, réparable, résistante à l'encrassement. Un équipage de Sherman pouvait remplacer une roue de roulement en 20 minutes avec des outils de base. Un équipage de Tiger avait besoin d'une demi-journée et d'équipements spécialisés pour changer une roue intérieure. Ce principe s'étendait au-delà du blindage. Le chasseur à réaction Mi-262 de la Luftwaffe était 100 miles par heure plus rapide que tout ce que les Alliés déployés. Mais il nécessitait des pistes en béton lisse que les bombardiers alliés détruisaient chaque nuit. Les moteurs duraient 12 heures avant de nécessiter un remplacement. Le blindage incliné de la Panther était révolutionnaire, mais sa transmission finale échouait après 150 km en moyenne. La fusée V2 de l'Allemagne était une merveille technique. Elle coûtait aussi autant qu'un bombardier à 4 moteurs et livrait une ogive d'1 tonne, avec une mauvaise précision. Les armes miracles de l'Allemagne étaient des merveilles d'ingénierie et des études d'impraticabilité. Elles gagnaient des batailles dans des guerres perdues. Elles démontraient la supériorité technique et la faillite stratégique. Elles prouvaient que la sophistication sans durabilité est un chemin vers la défaite. Les Alliés ont gagné avec des armes plus simples, produites en nombres écrasants. Le Sherman était inférieur au Tiger en combat direct, mais l'Amérique a construit 50 Sherman pour chaque Tiger que l'Allemagne a produit. Les T-34 soviétiques étaient grossiers, mais ils arrivaient au front par milliers, tandis que les usines allemandes luttaient pour construire des centaines de Panthers. Ballister ne comprenait rien de tout cela. Il n'était pas un analyste stratégique. Il était un électricien, qui savait comment les machines échouaient. Il a vu un espace dans les roues et a pensé à le coincer. Il n'y avait pas de grande stratégie, pas d'analyse sophistiquée, pas de compréhension profonde de la philosophie d'ingénierie allemande, juste un homme avec 300 pieds de fil et 90 secondes pour agir. Juste le calcul désespéré que tout valait la peine d'être essayé si l'alternative était une mort certaine. C'était suffisant. La guerre ne s'est pas jouée sur les pièges de fil. Elle s'est jouée sur la logistique, la capacité industrielle et les mathématiques. Les Alliés ont gagné parce qu'ils pouvaient remplacer les pertes plus rapidement que l'Allemagne ne pouvait les infliger. Parce que leur ligne d'approvisionnement s'étendait à travers les océans et restait intacte parce que leurs usines surproduisaient celles de l'Allemagne par des facteurs de 5, 10, 20. Des actions individuelles comptaient dans des contextes locaux. Un Tiger désactivé a sauvé des vies dans une rangée de haies. Mais 50 000 Sherman ont gagné la campagne. Pourtant, le piège de fil persiste. Il apparaît dans les manuels de formation à Fort Moore et Fort Sill, les études de cas à l'école du génie de l'armée, les analyses techniques de la vulnérabilité des chenilles chez les contractants de défense, les articles académiques sur les mesures anti-chars improvisées, les discussions entre historiens de blindés sur les limites de la conception sophistiquée. Il représente quelque chose d'essentiel sur la guerre qui transcende la technologie. La complexité crée la fragilité.
L'ingéniosité trouve la faiblesse. Le désespoir engendre l'innovation. Malister n'a jamais prétendu être innovant. Dans sa seule interview enregistrée donnée en 1987 à un journal local recherchant des histoires de vétérans, il a dit « Je ne voulais juste pas mourir ce matin-là. Le fil était dans ma main. Les poteaux étaient juste là. Cela semblait valoir la peine d'essayer. Je ne pensais pas que cela fonctionnerait. Mais ne rien faire n'allait définitivement pas fonctionner. Valait la peine d'essayer. » Deux mots qui résument l'innovation sur le champ de bataille à travers les siècles. Quelqu'un essaie quelque chose parce que l'alternative est impensable. La plupart des tentatives échouent. Quelques-unes réussissent. Celles qui réussissent sont mémorisées, analysées, mythifiées, affinées en doctrine. Les échecs disparaissent dans le bruit du combat. Pas de rapport après-action. Pas de médaille, juste des noms sur les listes de victimes. La différence entre le succès et l'échec est souvent la chance. Si le fil de Malister avait été 6 pouces plus haut, le tigre serait passé en dessous. Si les poteaux de clôture avaient été pourris, ils auraient cassé. Si le fil avait été un câble de communication, au lieu du fil téléphonique légèrement plus épais, il aurait pu se briser. Si le commandant du tigre avait été plus prudent, il aurait envoyé l'infanterie en avant pour vérifier les pièges. Si le sol avait été plus mou, le tigre aurait pris un itinéraire différent. Une douzaine de variables, n'importe laquelle d'entre elles différente, et l'astuce du fil échoue. Malister meurt dans la rangée de haies. Le tigre avance. Le résultat change, mais les variables se sont alignées. Le fil était à la bonne hauteur. Les poteaux ont tenu. Le tigre est entré directement dans le piège. Le mécanisme s'est bloqué. La formation s'est arrêtée. L'artillerie est arrivée. Les Sherman ont pris de flanc. Les Allemands se sont rendus. Malister a survécu. 32 hommes dans une haie ont vécu pour combattre un autre jour parce qu'un ingénieur a vu une vulnérabilité et a eu 90 secondes pour l'exploiter. Le tigre premier a été retiré de la production en août 1944. L'Allemagne a déplacé les ressources vers le Tigre II, qui avait un blindage encore plus épais et une mécanique encore plus complexe. Il avait aussi des roues qui se chevauchaient. Les vulnérabilités sont restées. Les ingénieurs alliés ont continué à les exploiter. Fils, bûches, chaînes, charges explosives, bombes collantes, tout ce qui pouvait bloquer le train de roulement ou endommager la suspension. À la fin de la guerre, les équipages de chars allemands craignaient les dommages aux chenilles plus que la pénétration du blindage. Un char désactivé en territoire ennemi était un cercueil. L'équipage pouvait s'échapper, mais ils étaient à des kilomètres derrière les lignes ennemies. La capture était le meilleur résultat. La mort était plus courante. Le fil de Malister est préservé aujourd'hui. Le musée de l'infanterie à Fort Moore en Géorgie l'abrite dans une vitrine à climat contrôlé. Il est exposé avec une carte dactylographiée expliquant son utilisation. La carte comprend une photographie de Malister en uniforme, un croquis du placement du piège, une brève description de l'engagement. La plupart des visiteurs passent devant, sans s'arrêter. Le fil semble ordinaire. Câble d'acier effiloché, taches de rouille, isolation en tissu vert délavé, rien de dramatique, rien qui suggère son importance. Mais il a arrêté une machine conçue pour être imparable. Il a prouvé que 56 tonnes de blindage, 4 pouces d'acier trempé et 700 chevaux pouvaient être vaincus par 8 onces de fil appliquées au bon endroit, au bon moment. Il a démontré que chaque système, aussi sophistiqué soit-il, a des vulnérabilités, que la complexité crée la fragilité, que parfois, la solution la plus simple est la plus efficace. La leçon ne concerne pas le fil. Il s'agit de voir les systèmes tels qu'ils sont, pas tels qu'ils sont censés être. Les tigres étaient destinés à dominer les champs de bataille par la puissance de feu et la protection. Il l'a fait. Mais c'était aussi une collection de composants sous contrainte. Roues et chenilles, et axes et supports. Chacun un point de défaillance potentiel. Chacun soumis aux lois de la physique et de la science des matériaux. Malister n'a pas attaqué les forces du tigre. Il n'a pas essayé de pénétrer son blindage ou de désactiver son canon. Il a ciblé une couture dans sa complexité. Il a trouvé le point où la sophistication devenait vulnérabilité. Les concepteurs de blindés modernes s'en souviennent. Les chars de combat principaux contemporains utilisent moins de roues porteuses, mais plus grandes. 6 par côté sur le M1 Abrams, 7 sur le Léopard 2. Des chenilles externes qui peuvent être remplacées sans outils spécialisés. Des systèmes de suspension simplifiés qui privilégient la maintenabilité plutôt que la qualité de conduite optimale. Les leçons tirées des échecs du Tigre ont été incorporées dans chaque conception de char depuis. L'élégance est précieuse. La fiabilité est essentielle. La complexité sans robustesse est un handicap lorsque les mécaniciens travaillent sous le feu dans l'obscurité avec des outils limités. Juin 1944 a enseigné cette leçon dans le sang et l'acier. Malister l'a enseigné avec du fil et 80 secondes de courage. Les haies de Normandie sont silencieuses maintenant. Le chemin creux où le Tigre s'est arrêté est pavé. Des maisons bordent la route. La circulation passe quotidiennement. Un petit marqueur en pierre placé en 1994 pour le 50e anniversaire de la Libération commémore l'action. Il ne mentionne pas Malister par son nom, juste la date, l'unité. Ici, des soldats américains ont arrêté le blindage ennemi. Langage générique, histoire compressée,
Les contributions individuelles se confondent dans la mémoire collective, mais l'astuce du fil reste dans le programme d'éducation militaire professionnelle. Pas comme une tactique recommandée. Les pièges à fil sont obsolètes. Les chars modernes ont des systèmes de suspension différents, des vulnérabilités différentes, des contre-mesures différentes. Mais comme une étude de cas en résolution créative de problèmes sous pression, en voyant au-delà de la doctrine vers la possibilité, en comprenant que chaque système d'armes, quelle que soit sa sophistication, peut être vaincu si vous comprenez comment il fonctionne. Cette compréhension a eu un coût, mesuré en vie et en années. Chaque char désactivé a enseigné une leçon. Chaque engagement a généré des données. Chaque échec et succès a affiné les tactiques. Le piège à fil était un point de données parmi des milliers. Une innovation dans une guerre définie par la violence à l'échelle industrielle et le changement technologique rapide. Mais cela comptait. Cela a sauvé des vies ce matin de jeu. Cela a contribué à un corpus de connaissances qui a aidé à gagner la campagne. Cela a démontré des principes qui restent pertinents. Un char de 56 tonnes arrêté par un brin d'acier. Et le courage de